On va parler du Grand Prix du Canada, de l'Indy 500 et de bien d'autres choses dans un nouveau numéro de l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, bienvenue donc pour ce 37e numéro de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver après un week-end de sport mécanique qui a été particulièrement chargé, bien évidemment. Le Grand Prix du Canada de Formule 1 et les 500 miles d'Indianapolis, comme on vous l'a dit juste en début de cette émission, notamment. À mes côtés aujourd'hui pour en parler, Cyprien Juillard. Bonjour Cyprien. Bonjour Michael, comment ça va ? Ça va ma foi très bien. Et bonjour à Hugues Darkel. Bonjour Michael, ça va très bien. Il fait très beau, plus beau qu'au Canada et j'ai hâte d'en parler. Merci beaucoup Alain Gillot-Pétré. Vous nous direz en commentaire quelle est votre référence d'animateur météo, évidemment. Mais rassurez-vous, on va pas en parler pendant des heures et des heures. On va surtout parler de Formule 1 pour débuter cette émission, comme d'habitude, avec le Grand Prix du Canada remporté par Kimi Antonelli. Ça fait 4 victoires à la suite. Le 4 à la suite de Kimi Antonelli. Ah oui, comme dirait l'autre. Cyprien, en plus de cela, sur un week-end sprint, il marque beaucoup plus de points que George Russell, qui a été contraint à l'abandon. 43 points d'avance, en effet, pour Kimi Antonelli après ce week-end. Tu l'as dit, le 4 à la suite, c'est une blague évidemment qu'on se doute que tu l'as préparée, celle-là, on se doute que tu l'attendais. Nous, on l'attendait pas forcément, cette 4e victoire, il faut le dire, parce que George Russell était un peu dans son jardin à Montréal, il avait fait les 2 pole positions, il était vainqueur l'an dernier, 2 pole positions en 2024 et en 2025, et il a refait 2 pole positions ce week-end, pour la qualif sprint, pour la qualif du Grand Prix, à chaque fois devant Antonelli, avec à chaque fois aussi le même écart, un mimétisme assez étonnant, 68 millièmes à chaque fois entre les deux Mercedes. Donc oui, George Russell, il avait plutôt l'avantage, en tout cas sur le papier. On pensait que c'était plutôt lui qui allait dominer cette course, surtout qu'il avait dominé le sprint assez tranquillement, on va dire. En effet, en course, ça a été beaucoup plus compliqué, déjà dès le départ. Voilà, ça a été chaotique, on y reviendra sûrement. Et puis il y a cet abandon qui tombe très mal. Il était repassé en tête, ça a été chaud entre les Mercedes, mais là il était devant en l'occurrence. Donc George Russell, forcément pour lui, c'est une immense perte parce que même s'il avait terminé derrière Kimi Antonelli, il perdait que 7 points, il en avait 18 de retard avant le départ de la course. Ça en faisait 25 potentiellement, ce qui est rattrapable. Là, il est à 43 points. 43 points, c'est énorme. Pour dire, Lando Norris et Oscar Piastri, il n'y a pas eu cet écart. Donc oui, un vrai crève-cœur pour George Russell, surtout que maintenant, ça commence à faire beaucoup. 4 victoires d'affilée pour Antonelli en 5 Grands Prix. Ça commence à être dur, et George Russell, il va falloir vite qu'il relève la tête. C'est le problème de cette saison, c'est qu'on est fin mai, on a fait 5 Grands Prix, quoi. C'est quand même assez étonnant. Est-ce que c'est pas aussi pour ça, Hugues, qu'on a l'impression qu'il commence à y avoir un petit peu, on en parlera tout à l'heure dans la question hebdo, il y a l'impression qu'il y a déjà un peu le feu chez George Russell, parce qu'on est fin mai. Et donc effectivement, être mené de 43 points fin mai, ça paraît beaucoup, mais être mené de 43 points après 5 Grands Prix, ça peut-être pas tant que ça. Et on a vu beaucoup de frustration de la part de George Russell. Alors, je ne veux rien enlever à la victoire de Kimi Antonelli, c'est stratosphérique de faire 4 premières victoires consécutives, mais elle est quand même bien aidée par l'abandon de George Russell, par la stratégie des McLaren, et on en reparlera, de sortir les inters au départ alors qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de pluie qui apparaissait. D'autant que dès le début du week-end, je le vois dans la sprint, quand on a quand même Peter Bonington puis Toto Wolff à la radio qui viennent appuyer et qui lui disent « Non, concentre-toi sur la course, arrête de râler, arrête de vouloir récupérer cette place », j'avais senti de la frustration du côté d'Antonelli, et au final, la roue a tourné. Merci Franck Ribéry. Et la frustration est totalement tournée du côté de George Russell. Kimi Antonelli en profite. Félicitations à lui parce que il arrive aussi à faire preuve de maturité et à se montrer calme dans des situations où tout le monde tombe. On a vu un nombre pas possible d'abandons. Ouais, donc 6 ou 7. Beau rattrapage vu comment le week-end partait avec la frustration de la sprint. C'est ça qui est intéressant, tu parles de maturité. En effet, il a pas vraiment fait preuve de maturité sur le sprint. Honnêtement, moi, ça m'a un peu alarmé. J'ai une petite alarme qui s'est agitée en voyant ça, en me disant « Ok, là, c'est des moments où il faut être calme, où il faut être maître de sa course et puis savoir aussi gérer. » C'est-à-dire que une course sprint, quand on se bat pour la première ou la deuxième place, il y a 1 point d'écart, honnêtement. Ça n'a aucun intérêt d'aller se battre comme ça pour une course sprint. Il y avait aussi une volonté des deux côtés d'instaurer un rapport de force, c'est-à-dire que Russell voulait pas laisser passer Antonelli parce que Russell voulait montrer que c'était lui le patron, que ok, il avait souffert pendant les 3 derniers Grands Prix, mais que là il était dans son jardin, pour ce que je disais tout à l'heure par rapport à ses stats récentes sur ce circuit Gilles Villeneuve. Et Antonelli, à l'inverse, lui voulait enfoncer le clou parce que battre Russell à Montréal, pour lui, c'était lui montrer que ok, même dans son jardin, il allait pouvoir aller le chercher et que du coup il allait pouvoir le battre finalement sur tous les terrains. Sauf que évidemment, c'était beaucoup trop, cette course sprint, et c'était trop tendu. Et il y a eu surtout cette manœuvre d'Antonelli. Alors, si on est tout à fait honnête, c'est là où je trouve qu'Antonelli a complètement surréagi, c'est-à-dire que Russell défend de manière musclée, autoritaire, mais c'est pas choquant non plus, honnêtement. Je trouve pas ça choquant. Alors oui, peut-être qu'avec un coéquipier, c'est plus choquant qu'avec un autre pilote. Mais la manœuvre était pas
était pas assassine non plus de la part de George Russell, il n'a pas été pénalisé par la direction de course, et là la réaction d'Antonelli elle n'a pas été très positive selon moi, c'est que cette espèce d'agacement, cette frustration, il l'a dit plein de fois à la radio, même dans le tour de décélération où Toto Wolff a fini par lui dire écoute c'est la 4e fois qu'on te le dit, on en parlera après, ça c'est pas top pour un leader du championnat. Il s'en sort très bien parce que le lendemain il reprend de l'avance, il reprend de l'air au championnat, ça lui permet d'être peut-être plus calme, mais il va falloir qu'il travaille là-dessus. Il est très jeune, il a 19 ans, donc c'est normal évidemment qu'il soit pas encore prêt, qu'il soit pas encore hyper mature et hyper prêt pour ses affrontements au top niveau, parce qu'il y a une pression dingue forcément, mais il va quand même falloir bosser dessus rapidement, parce que George Russell, lui à côté, c'est plutôt le calme, on le sait, très calme, même quand il a eu des embrouilles avec Verstappen ces dernières années, je me souviens à Bakou, quand Verstappen lui tape le ponton, etc., et qu'à l'arrivée, Verstappen lui dit l'insulte et Russell rentre pas dedans, donc il va falloir qu'Antonelli soit un peu plus calme. La première attaque de George Russell, à la limite, on peut avoir le débat de se dire à qui est le virage, mais l'agacement, on le voit sur la réaction d'Antonelli après. Parce que au lieu de nettoyer ses pneus, il va tout de suite réattaquer, et là, il refait une erreur dans la première chicane, ce qui montre qu'il n'y a pas exactement ce que tu disais, le truc de se dire je prends tranquillement les choses, et ça, c'est ce qui va venir avec le temps de la gestion d'un championnat sur le long terme. Bon, ceux qui n'ont pas pris le temps de bien voir les choses, c'est McLaren, lors du Grand Prix de dimanche, puisque donc, les couvertures chauffantes se sont enlevées, et là, patatras, les McLaren étaient en intermédiaire, et elles ont fait un Grand Prix, enfin une partie d'un Grand Prix en tout cas. Oscar Piastri a fait un Grand Prix, il Chapeau. a vu l'arrivée, 11e. Chapeau, lui qui n'avait pas vu l'arrivée des 2 premiers Grands Non, Prix, mais- enfin qui n'avait pas vu le départ déjà. Excuse-moi Michael de te le dire, mais tu racontes n'importe quoi, en fait. Parce que tu dis que Ça les faisait McLaren ont fait n'importe quoi, justement, c'est complètement faux. Lando Norris, il part 3ème, il est en tête au premier virage. C'est ça. Ah oui, non mais c'est sûr que dans un Grand Prix de Formule 1 qui dure un virage, il aurait été très bien. Quel dommage qu'il y ait eu 68 tours. Oui, pas 70 d'ailleurs, puisqu'il y a eu 3 tours de formation, et ça d'ailleurs, je pense que ça les a bien... Bah, ils attendaient surtout la fin de l'Indy 500 et je les comprends. Non, je pense que les 3 tours de formation, ça les a bien flingués, honnêtement, parce que ils ont un peu cramé leur gomme, ils ont aussi vu que la piste était en train de sécher, parce qu'il a plu en effet pendant l'hymne et juste avant le départ, mais il pleuvait déjà plus au moment du tour de formation, et c'était une pluie dans tous les cas très légère. Et en effet, alors j'avoue que moi, quand j'ai vu le graphique envoyé par Pirelli avec les pneus au départ, je me suis dit waouh, là on va avoir une course de fou. C'est parce qu'il n'y avait pas que les McLaren qui étaient en... Oui, il y en avait 7 qui ou était en 8 inter. qui étaient... Il y en avait, voilà, il y en avait ça, 7 ou 8, il y avait les Audi, il y avait une Williams, je crois que c'était Carlos Sainz, enfin, il y avait d'autres pilotes et les Cadillac, il me semble. Sauf que c'était les seuls dans le top 10 à partir en pneu inter. Et donc là, tu te dis, bah en fait, c'est soit... Et d'ailleurs, Oscar Piastri l'a très bien dit au micro de Sky Sports, il a dit, c'était soit on était les héros, soit on passait pour des idiots. Et au C'est final, ça. ils sont passés pour des idiots parce qu'ils se sont ratés complètement. Au début, quand j'ai vu les inters face aux softs, je me suis dit, il y a un problème. Ils avaient les inters avant, mais ils ont passé des softs comme tout le monde, et ça va se remettre à jour, tout ça. Et ensuite, j'étais mort de rire de voir Oscar Piastri dans les multiples tours de formation, dire plusieurs fois à la radio, les gars, vous vous rendez compte qu'on est ridicule, là. On est au milieu de tout le monde et on va se faire bouffer. Au final, ça s'est bien passé, mais bon, sur le reste du Grand Prix, un peu plus compliqué. Oui, voilà, c'était difficile. Oui, ça s'est pas si bien passé parce qu'ils sont rentrés très rapidement au stand. Alors Norris a pris la tête, mais il est rentré très vite. Piastri est rentré à la fin du premier tour. Et en plus, Piastri après a fait un peu n'importe quoi en attaquant Albon. Il a pris une pénalité très logique. Cet accrochage, ça ruine sa course parce qu'il doit repasser par les stands, changer d'aileron, etc. Un nouvel arrêt interminable. 10 secondes de pénalité en plus. Il termine 11ème à la porte des points. Et puis Norris, lui, c'était pas bien plus glorieux, malheureusement. Parce que pareil, Norris a dû repasser par les stands pour nettoyer les radiateurs de sa voiture. C'était l'explication qui a été fournie par Andrea Stella. C'est quand même une raison assez étonnante. Donc, en effet, ils ont invoqué à la radio un souci de fiabilité. Lui-même, à la fin, quand il faisait ses interviews, il savait pas pourquoi il s'était arrêté. C'était pour nettoyer les radiateurs. Donc, il y a sûrement des objets qui s'y étaient logés, peut-être des débris justement liés à l'accrochage entre Piastri et Albon. Bon, Norris, ceci étant dit, il était assez loin du compte. Je pense qu'il serait rentré dans le top 10, mais sûrement aux alentours de Lawson, Gasly, entre la 7ème et la 10ème place, pas beaucoup plus haut. Et puis, pas de moteur. Donc ça fait quand même 2 pannes de moteur chez Mercedes, chez 2 top teams de Mercedes, entre l'écurie officielle, entre guillemets, et puis McLaren. Donc, petite préoccupation sur le bloc Mercedes. D'autant que sur les prochains Grands Prix, le calcul du taux de compression ne sera plus le même. On ne sait pas comment Mercedes va réagir à cela. On ne sait pas si ça aura un impact, mais à voir au niveau de la fiabilité s'il n'y a pas d'autres constructeurs qui seraient plus performants sur le reste de la saison. C'est vrai que le 1er juin arrive vite maintenant. On y est enfin, ce moment de bascule. Surtout qu'après le 1er juin, il y a aussi de la duo, l'aide au développement des moteurs qui va être officialisée normalement aujourd'hui au moment où on tourne, c'est ce lundi 25 mai normalement, juste après le Grand Prix du Canada. Donc ça aussi, ça va donner des perspectives supplémentaires, plus le taux de compression. Voilà, beaucoup de changements au niveau du moteur dans les semaines à venir. Et enfin, on va quand même saluer Max Verstappen et Lewis Hamilton qui se sont rappelés au bon souvenir de tous et qui ont
ont donc partagé le podium avec Kimi Antonelli, belle bagarre entre les deux, qui d'un côté, Cyprien a aussi très mal illustré cette F1 2026, c'est-à-dire que Verstappen, on a l'impression qu'il était à l'agonie totale, Hamilton le passe, il est resté finalement collé à la Ferrari jusqu'au bout. Oui, mais c'était sympa à suivre. Franchement, clairement. et c'est ce qui est le plus sympa, je trouve, c'est de voir Max Verstappen enfin content après une course. Ouais. Content du résultat, certes, c'est son premier podium de l'année, mais aussi content du déroulé de la course. Il a dit qu'il s'était moins bien senti dans la voiture qu'à Miami, paradoxalement, et que son podium était aussi lié à tout ce qui s'est passé devant lui. Mais par contre, il a beaucoup aimé ses batailles avec Hamilton. Hamilton aussi a dit c'est génial de se battre contre Max encore une fois, etc. Donc très agréable à suivre, ça rappelle évidemment des souvenirs, c'était beaucoup plus calme qu'à une époque. Et puis on est très heureux de voir ces deux champions sur le podium, parce que Hamilton aussi, c'est pas son premier podium avec Ferrari, c'est déjà le deuxième cette année, mais c'est son meilleur résultat, une deuxième place. Donc forcément, ça fait plaisir, on est content de voir que Hamilton en a encore sous le pied sur un circuit qui, un peu comme George Russell, lui réussit. Voilà, donc puis quelle belle photo de famille avec Kimi Antonelli au milieu, et puis 11 titres de champion du monde autour de lui. Est-ce qu'il y en aura un 12e sur la photo d'ici la fin d'année? C'est ce qu'on verra évidemment. Maintenant, messieurs, ça ne vous dérange pas, parlons un petit peu de sport automobile, si ça ne vous embête pas. Le rallye Il y Terre-Valérien. avait la 110e édition des 500 miles d'Indianapolis, bien évidemment remportée par Félix Rosenqvist. Écoutez, voilà, j'en profite, c'est quand même la seule fois de l'année où on parle d'IndyCar dans l'émission, donc j'essaie un petit peu de... À toi, Michael. J'essaie de prêcher un petit peu pour ma paroisse. Non, mais on a eu le droit à une édition assez sensationnelle, surtout dans ces derniers tours, avec Caio Colette qui a tapé le mur à 8 tours de la fin et qui nous a mis en place tout un finish avec notamment un seul tour pour déterminer qui allait remporter l'Indy 500 et l'arrivée la plus serrée de l'histoire. Mais faut que tu nous racontes un peu, Michael, parce que c'est toi le spécialiste IndyCar. En fait, quand on a, parce qu'on était tous devant notre télé juste avant le départ du Grand Prix, quand on voit Caio Colette taper le mur à 8 tours de l'arrivée et la voiture en feu, déjà j'étais au téléphone avec toi à ce moment-là. Moi, je vois la voiture en feu et je dis, crash énorme. Il me dit, oui, non, mais ça va, t'inquiète pas, elle a retapé le mur en face, elle s'est éteinte. C'est la routine. C'est la routine. Mais oui, mais La routine en écoutez, IndyCar. nous ne sommes pas du même, nous sommes pas fait du même bois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je pense que pour les gens qui connaissent pas, c'est intéressant que tu expliques ce qui s'est passé vraiment dans cette fin de course, parce que nous, c'est vrai qu'on n'est pas les plus grands spécialistes de l'IndyCar, mais quand même, l'Indy 500, c'est une course exceptionnelle, on adore la regarder. Et hier, c'était assez dingue quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous mis des stratégies un petit peu différentes. Il y a eu un drapeau jaune, enfin, il y a eu toute une séquence au milieu de la course où il y a eu de la pluie, il y a eu des drapeaux jaunes. Et donc, aux alentours du 130e tour, on était à 70 tours de la fin, une partie du peloton, une bonne moitié, avec Rosenqvist, Pato Howard et d'autres, Romain Grosjean notamment, qui file un top 10 à la fin, choisissent de s'arrêter au stand et de ne faire la course qu'avec un seul arrêt supplémentaire. Donc, on repart à 65 tours de l'arrivée, eux, ils ne vont s'arrêter qu'une fois, les autres les plus rapides vont s'arrêter 2 fois. Donc la course commence comme ça, tout se passe comme prévu, donc les Rosenqvist et autres ne s'arrêtent qu'une fois, ils prennent la tête de l'épreuve, pendant que Maloukas, Palou et les autres ont fait 2 arrêts. Ils ont donc une quinzaine de secondes d'avance au moment où Caio Colette tape le mur, et c'est là où ça remet toutes les stratégies ensemble, puisque du coup, tout le monde est là, plus personne n'a besoin de faire d'arrêt, tout le monde est regroupé derrière la voiture de sécurité, et à ce moment-là, il reste 4 tours quand la course est relancée, on se dit, on va avoir le droit à sprint. une bagarre de 4 tours absolument folle, et Mick Schumacher tape le mur dans le premier virage, et donc on se dit, on va avoir le droit à un tour complètement fou, et c'est ce qu'on a eu. Mais voilà, c'était encore une fois, comme toujours à Indy 500, une course qui a été hautement stratégique, on a économisé du carburant tout le long, on savait pas trop aussi s'il allait pleuvoir ou non, ce qui était assez... Enfin, il était prévu... Ça a été interrompu même d'ailleurs. Ça a été interrompu, voilà, une dizaine de minutes, ce qui est très peu finalement, mais c'était la première fois depuis 2007 qu'on avait un drapeau rouge à cause de la pluie. Donc il y avait aussi tout ça, parce qu'une fois que la course arrivait à sa moitié plus un tour, elle se terminait le dimanche quoi qu'il arrive. S'il y avait un immense orage au 103e tour, c'était fini, et Scott Dixon gagnait Indy 500. On pouvait pas revenir le lundi. Donc voilà, ça a fait que toutes les stratégies se sont un petit peu rencontrées en fin de course, et puis le dernier tour, on a Marcus Armstrong qui prend la tête au restart précédent, mais qui du coup, en menant le restart qui suit, se fait dépasser par David Maloukas. Félix Rosenqvist qui fait un tour entier. Et là, je pense que vous n'avez peut-être pas, et je dis ça mais encore une fois, quand on n'a pas l'habitude de IndyCar, l'exploit de rester un tour complet côte à côte avec son équipier à fond sur la ligne extérieure qui est la plus sale, ça c'est quand même du jamais vu. Très clairement, on n'a jamais vu quelque chose comme ça à l'Indy 500. Il arrive à passer Armstrong, il prend l'inspiration de Maloukas et il le déborde De justesse. sur la ligne d'arrivée. Donc on rappelle que l'arrivée pour la 3e place est encore plus serrée entre 3 voitures, Oui. puisque McLaughlin sort de nulle part, était 10e avant l'avant-dernière relance, et il termine 3e, devant Pato Howard et devant Marcus Armstrong. Mais déjà, entre les deux premiers, 23 millièmes, c'est pas mal. C'est l'arrivée la plus serrée de l'histoire. Officiellement, puisque, allez, voulez-vous que Père Castor vous raconte une histoire? Raconte-nous une histoire. Puisque l'arrivée la plus serrée de l'Indy 500 datait de 1992, entre Alan Unser Jr. et Scott Goodyear, à noter que cette arrivée-là était environ de 4 millièmes. Pourquoi environ? Environ parce que c'était 4 millièmes selon les transpondeurs. Sauf qu'à l'époque, aujourd'hui un transpondeur, tout est mis dans la même voiture, au même endroit, tout est standardisé.
à l'époque, les équipes pouvaient mettre leur transpondeur un peu où elles voulaient. D'accord. Et en fait, le transpondeur de la voiture d'Alonso Jr. était dans son museau, et le transpondeur de la voiture de Scott Goodyear était dans son ponton. Donc l'écart entre les deux moments où les transpondeurs passent la ligne était de 4 millièmes, mais le véritable écart était forcément plus réduit puisque le museau était devant le ponton. En tant que fan de la saga Cars, je ne peux m'empêcher de faire la référence. C'est comme Flash McQueen qui tire la langue pour dépasser. Exactement. Mais là, imaginez si Scott Goodyear avait passé la ligne devant, mais le transpondeur derrière, ils auraient eu un sacré problème à l'époque. Oui. Mais bon, ils auraient pu régler ça avec une véritable photo finish. Là, au moins, voilà, c'est 23 millièmes, c'est garanti. Sur facture, c'est certain. Et c'est très triste, surtout pour David Malukas, mais c'est formidable pour Félix Rosenqvist. Et c'est aussi pas mal pour Romain Grosjean. T'en as brièvement parlé, mais 9ème quand même, un beau top 10. 9ème, alors qu'il a connu une course qui était pas facile. Il a mené en début d'épreuve, après avoir justement choisi une stratégie un petit peu décalée. Et puis il a connu une pénalité. Alors pénalité un peu bête, mais bête pas dans le sens erreur de Romain Grosjean, mais bête dans son déroulé, c'est-à-dire qu'il y avait une voiture devant lui qui n'avait pas clairement dit qu'elle allait rentrer au stand sous drapeau jaune, donc il se dit bon bah si elle rentre pas, bah, je passe à gauche et hop. Et puis finalement elle décide de rentrer au stand, sauf qu'il était déjà devant, donc il passe sous drapeau jaune, il se retrouve renvoyé en fond de peloton. Il joue admirablement bien la stratégie décalée de Rosenqvist et Howard, il se retrouve 5ème au restart. Et je pense qu'après, il a peut-être un peu péché par un manque d'expérience dans ces conditions-là. Un restart comme ça, aussi sauvage, il n'en avait jamais vraiment connu avant. La seule fois où il finit une 1500, c'était 2024, mais avec une voiture qui n'était pas bonne. Donc forcément, il se fait avoir, mais 9ème, c'est excellent. C'est son premier top 10 à Indy 500. Oui, sur 33 pilotes, c'est pas mal. Et après Indianapolis, on va revenir un petit peu en arrière dans le déroulé du week-end avec notre performance de la semaine et notre coup de chapeau vraiment de la semaine pour Sarah Rumeau et Julie Amblard qui font 2 victoires de suite en championnat de France des rallyes. Elles sont maintenant en tête du championnat, bien évidemment, de cette discipline. Et Cyprien, ça s'est joué encore une fois dans la dernière spéciale. Elles commencent à avoir l'habitude de ça. Hein. Elle commence à avoir l'habitude, et puis c'est encore une fois le même adversaire. C'est Connor Martel, l'américain, et son coéquipier Alex Gelson-Mino. Ça a été très chaud, puisque les deux étaient en tête, Martel, Gelson-Mino, jusqu'à la dernière spéciale, et ils se sont sortis, tout simplement. Donc une aubaine pour nos deux Françaises, pour notre duo Amblard-Rumeau, qui ont réussi à gagner. C'est une performance assez exceptionnelle. On en a beaucoup parlé pour leur première victoire déjà au Rallye Terre d'Écosse. Et là, c'est une nouvelle performance majuscule, puisqu'on avait parlé à l'époque évidemment de Carole Vergniaud, de Michèle Mouton, qui ont gagné une fois, qui étaient les dernières femmes à avoir gagné. Là, une 2e victoire consécutive, c'est quand ça commence à être très sérieux. Et on commence même à se dire, est-ce qu'elles vont pouvoir aller chercher le titre ? Parce que quand on gagne 2 rallyes de suite, c'est quand même très impressionnant. Donc un grand coup de chapeau à elle. Et puis, on va faire évidemment la promo. Hugues, tu as eu l'occasion de recevoir ici même Sarah Rumeau, qui était à ta place d'ailleurs, pour discuter un peu de sa carrière dans l'entretien Auto Hebdo. Donc on vous conseille d'aller voir ça si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Sarah Rumeau, très sympathique, beaucoup de choses à raconter. Puisqu'on en parlait des autres victoires qu'elle pouvait viser cette saison, le fait de se concentrer sur le CFRT, ça va peut-être lui permettre d'aller, au lieu d'aller chercher du CFR à droite à gauche, se concentrer sur enchaîner les victoires, maîtriser un championnat et pourquoi pas derrière avoir de plus hautes ambitions. On rappelle, pour ceux qui ne sont pas évidemment, qui sont un peu profanes du rallye, CFRT, donc championnat de France des rallyes terre, à l'opposition avec le championnat de France des rallyes qui lui se déroule exclusivement sur l'asphalte. Voilà, comme ça nous avons évidemment toutes les précisions. Et maintenant, tiens, j'ai envie un petit peu de voir de la baston. Voilà, écoutez, je pense que vous adorez ça également, notre battle de la semaine, et vous pourrez aussi y répondre dans le cadre de la question hebdo. Est-ce que George Russell a raison de dire que Kimi Antonelli est déjà champion du monde, parce que c'était quand même l'une des déclarations choc de ce week-end. Il a dit bon, c'est réglé, voilà. 5 Grands Prix sur 22 au minimum, c'est réglé. Antonelli sera champion du monde. Hugues, a-t-il raison, George Russell ? Eh bien oui, mais pas pour les raisons que tu penses. Je pense que George Russell a un avantage face à Kimi Antonelli, c'est qu'il y a un terrain sur lequel il va pouvoir aller le chercher, c'est la bataille médiatique. Le fait de dire que c'est bon, c'est déjà le titre d'Antonelli, ça met la pression sur, sans vouloir le dénigrer, un enfant de 19 ans, d'un championnat pour un premier titre de champion du monde sur sa 2e saison en Formule 1. C'est déjà, on l'a vu l'année dernière avec les petites guéguerres face à Verstappen, c'est déjà des avantages qui sont pris, c'est beaucoup plus de pression sur Antonelli, d'autant que lui, il va être en leader du championnat et donc pas en position de chasseur et donc va devoir avoir la pression de Russell qui va le chercher, la pression de Toto Wolff qui va commencer à, par la force des choses avec cet avantage de points, lui dire bon maintenant c'est toi qui gères cette bataille au championnat. Et donc je pense que Russell joue un double jeu et se permet aussi de se donner un petit matelas de sécurité pour pouvoir mettre la pression à Antonelli. Oh là là, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, c'est merveilleux. J'en ai même la montre qui en fait de la musique, c'est merveilleux. 1 minute tout pile, bravo Hugues. Maintenant, écoutez, monsieur Juillard, c'est à...
Non, évidemment qu'il n'a pas raison de dire ça, George Russell, parce que c'est lui, le pilote expérimenté des deux. C'est lui qui est le favori annoncé au titre, en tout cas en début de saison qu'il l'était. Et il doit garder ça, parce qu'en fait, on l'a vu avec Lando Norris, par exemple, l'an dernier, ça ne convainc pas les gens. Un champion qui émet des doutes comme ça, un champion qui n'est pas sûr de sa force. Et malheureusement, tu as aussi besoin de convaincre les gens pour que ton titre gagne en légitimité, pour que tu puisses être vraiment un vrai champion du monde, avoir l'aura d'un champion du monde. Et moi, je trouve ça pas bien de la part de George Russell, parce que en effet, il met la pression sur un gamin de 19 ans, entre guillemets. Sauf que la pression, c'est à lui de savoir la gérer, c'est à lui de savoir la garder pour lui. Et puis, il devrait avoir l'attitude de dire non, c'est pas fini, non, je vais remonter, non, je crois en mes compétences, non, je pense être un meilleur pilote que Kimi Antonelli, ou alors non, je pense que Antonelli a encore des lacunes. Il devrait même l'attaquer comme ça. Ce serait, pour moi, plus digne de ce qu'il doit être, et il doit être le vrai leader de cette équipe. C'est le plus expérimenté. Donc non, il a eu vraiment tort de faire ça, selon moi. Bah décidément, on a de très très bons débatteurs aujourd'hui qui respectent parfaitement le délai de la minute. Donnez-nous évidemment votre avis dans les commentaires sur cette idée, cette opinion en tout cas de George Russell qui pense que Kimi Antonelli est déjà champion du monde. Et pour terminer cette émission, je tiens à prendre une carte blanche, messieurs, si ça ne vous dérange pas, mais il fallait selon moi évidemment que l'on parle longuement malheureusement du décès de Kyle Busch qui est survenu jeudi dernier et qui a extraordinairement affecté bien sûr tout le monde de la NASCAR, mais des sports mécaniques en général. Kyle Busch, âgé de 41 ans, qui est décédé des suites d'une pneumonie qui a malheureusement dégénéré et qui a été assez fulgurante et qui est mort à l'âge de 41 ans. Il laisse derrière lui notamment sa femme Samantha et ses enfants Braxton et Lennox. Et voilà, c'est un moment qui a été incroyablement difficile quand on a tous appris évidemment ce décès si soudain, et ce week-end qui était la course de NASCAR la plus longue de la saison, le Coca-Cola 600, a été bien simplement un week-end évidemment de souvenirs et un week-end extrêmement difficile pour toutes les personnes impliquées. On a d'ailleurs une pensée pour toute la famille de Kyle Busch qui était présente ce dimanche pour une cérémonie avant le départ de l'épreuve, et notamment son frère Kurt qui était champion en 2004 de Cup Series, et qui a déposé d'ailleurs des roses sur le logo 8 qui était peint dans l'infield. Et c'est le genre de petites choses qui sont très comme ça triviales bien sûr. Elles ont tenu pendant toute la course, elles sont restées à cet endroit-là, et voilà, ça a permis encore une fois de laisser une empreinte durable, et Kyle Busch aura laissé une empreinte durable. Ça, c'est absolument garanti. Je vous propose d'ailleurs de retrouver dans Auto Hebdo cette semaine un hommage évidemment à Kyle Busch qui vous aidera peut-être à comprendre la portée, parce que c'est vrai que, à mon avis, c'est ce qui a été le moins compris par les fans mondiaux, on va dire, c'est pourquoi ça a été aussi important et aussi choquant, et tout simplement parce que Kyle Busch était vraiment l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport, 234 victoires dans les 3 séries nationales, personne n'a fait aussi bien, c'est le seul à avoir gagné aussi les 3 courses du même week-end à 2 reprises, donc voilà, vraiment, on voulait assurer de notre soutien, évidemment, toute la famille et tous les proches de Kyle Busch, et avoir une très 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 grosse pensée pour lui dans cette émission, parce que voilà, on est tous un petit peu orphelin après ce décès soudain de Kyle Busch. Voilà, c'était tout pour cette émission Auto Hebdo. On espère qu'elle vous a plu dans les bons et les moins bons moments, bien évidemment. On rappelle qu'Auto Hebdo sort évidemment encore une fois cette semaine. Attention, Pentecôte oblige, tout sera en kiosque jeudi, mais rassurez-vous, c'est bien ce lundi à 20h que vous pourrez disposer de la version numérique d'Auto Hebdo cette semaine. Merci beaucoup Hugues, merci beaucoup Cyprien, et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao.